Conferința noastră continuă și am onoarea să-l invit la tribună pe bunul nostru prieten de la Paris, domnul Hervé Juvin. Monsieur le Président, cher Yuri, cher Alexandre Douguin, chers amis, c'est avec grand honneur, c'est aussi avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous ce matin dans ce forum de Chisinau, dont je souhaite qu'il soit le forum des hommes libres, représentants de peuples et de nations libres. J'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, et je fais écho aux propos du président que je viens d'entendre, la bonne nouvelle, c'est que la globalisation naïve, le temps d'un modèle unique imposé au monde entier s'achève. Nous vivons un renversement du monde. Depuis l'élection de Narendra Modi, depuis l'accession au pouvoir du président Xi Jinping et sa récente affirmation de la civilisation écologique, depuis le Brexit, qui met fin à l'expérience de l'Union européenne telle que nous l'avons connue, depuis l'élection de Donald Trump, partout, les peuples reprennent conscience de la nécessité de gérer leurs échanges avec l'extérieur et de définir leurs frontières. Partout, le patriotisme économique est à l'honneur. Partout, les peuples redécouvrent que la monnaie, instrument de la souveraineté, doit être contrôlée par le pouvoir politique. Et partout dans le monde, l'économie et le capitalisme financier reculent devant la volonté des peuples de reprendre leur destin en main. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne savons absolument rien de ce qui vient. Pour essayer d'éclairer notre route, je crois qu'il est utile de revenir en arrière. Dans quel régime vivons-nous? Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que notre régime ne se définit pas en termes économiques. Notre régime se définit d'abord en termes politiques et plus encore en termes de civilisation. Le régime dans lequel nous vivons, je crois qu'il a été très bien défini par Benjamin Constant et par Jean-Baptiste Say, deux penseurs français au début du XIXe siècle. Benjamin Constant a écrit « La liberté des anciens, c'était la liberté politique. La liberté des modernes, c'est la liberté de l'individu. » Il a écrit cela en 1819 parce qu'en 1818, dans son cours d'économie à l'école polytechnique, Jean-Baptiste Say enseignait « Les ressources de la nature étant illimitées, sont gratuites et à la disposition de tous. » C'est le fondement de notre modèle de civilisation, celui de la promesse de la croissance infinie, celui plus encore de la promesse à chacun de vous qui êtes ici, que vous allez pouvoir poursuivre indéfiniment la recherche de l'enrichissement privé, la recherche de la consommation sans limite et de la satisfaction de tous nos désirs individuels. La croissance industrielle au XIXe siècle, la colonisation qui fait que toutes les ressources du monde ont été convoquées à la richesse et à la satisfaction américaine et européenne, a rendu ce régime possible. Ce régime a été extraordinairement puissant. L'individualisme libéral a vaincu les totalitarismes. Il a même fini par présider à la dissolution pacifique de l'Union soviétique. Il a vaincu les grandes religions et il a vaincu la majorité des traditions du monde. Ce régime de l'individualisme libéral
c'est le gouvernement du désir. C'est le titre de mon dernier livre publié en France. Nous sommes gouvernés par les désirs que le régime de la consommation nous inflige. Nous sommes gouvernés par le désir de choses dont nous n'avons ni besoin ni envie, mais que le système nous impose de désirer et d'acheter à tout prix. Pourquoi ai-je dit que ce système touche à sa fin? Ce système a reposé sur la mise à disposition des biens naturels en quantité illimitée et gratuite, et ce système s'achève sous nos yeux. Je voudrais citer ce qui est sans doute pour moi le texte politique de la décennie, qui est l'encyclique Laudato Si, dans laquelle le pape François cite à plusieurs reprises le patriarche orthodoxe Cyril, parce qu'il partage la même réflexion sur l'épuisement de nos systèmes vivants. Et je voudrais citer cette phrase qui dit « Tout autour de nous est malade. L'air est malade. L'eau est malade. Les sols que nous cultivons sont malades. Et toutes les formes de la vie autour de nous sont malades. » Je ne développerai pas beaucoup cela. J'ai vécu dans des villes chinoises aux limites de la vie humaine, tant l'air peut y être pollué. Je rentre de pays africains où l'épuisement des sols par l'agro-industrie qui a colonisé des terres fragiles épuise les sols en quelques années. Et je rentre des Balkans où j'ai découvert qu'une partie des côtes albanaises est menacée par l'augmentation du niveau des eaux et par l'épuisement des ressources en sable, qui fait que des villes côtières entières sont menacées de disparition. Nous sommes proches de l'épuisement des systèmes vivants et nous sommes proches d'un effondrement de tout ce qui nous assure la beauté du monde, l'amitié de l'environnement et la satisfaction de la vie humaine. C'est la fin du régime du désir infini et c'est la fin du régime du capitalisme financier tel que nous le connaissons. Pourquoi? Tout simplement parce que les promesses de l'individualisme libéral ne seront jamais tenues. Jamais 8 milliards d'hommes et de femmes ne pourront vivre comme un Californien moyen, il y faudrait 5 planètes. Jamais les 2,5 milliards d'Indiens, de Chinois, jamais le continent africain ne pourra se projeter dans le monde qu'Hollywood, où les GAFA font régner dans nos esprits et dans la colonisation de nos rêves et de nos consciences par le régime de la consommation obligée. Nous quittons ce monde de l'individualisme libéral et nous le quittons contraints et forcés, tout simplement parce qu'il n'est plus viable. 3 illustrations violentes. Ce système a de moins en moins de bénéficiaires. Vous savez comme moi que 10 personnes, toutes américaines, détiennent plus de richesses que plus de la moitié de l'humanité. Et vous savez comme moi que le capitalisme qui distribuait ses bénéfices à tous, parce qu'il vivait sous la menace des régimes socialistes ou du communisme soviétique, ne partage plus ses bénéfices. Vous savez que le salaire moyen aux États-Unis n'a pas augmenté depuis 30 ans, et vous savez que la pauvreté partout dans le monde, et notamment dans les pays occidentaux, est en train de se multiplier. La mondialisation a formidablement enrichi quelques groupes internationaux. Elle se traduit par des mécanismes de sous-développement au cœur même des pays développés. La seconde raison pour laquelle ce système n'est pas viable, c'est qu'il a reposé sur l'affirmation que tout s'achète et que tout se vend. Derrière l'idéologie de la tombée des frontières, il faut voir le renouveau de l'esclavage. Les hommes et les femmes se vendent. C'est une marchandise comme les autres pour le capital international.
La vie elle-même est devenue un produit qui s'achète et qui se vend. Et vous savez que la reproduction humaine est en train de devenir une industrie comme une autre. Vous savez que l'agro-industrie s'empare des semences, s'empare des espèces animales et végétales et veut désormais contrôler chaque élément de tout ce qui se reproduit et de ce qui se vit à la surface de la Terre comme dans les profondeurs des océans. Et vous savez que ce mouvement tend à nous expulser de la vie. Il faudra payer pour respirer, il faudra payer pour faire pousser des fleurs dans son jardin, et à la fin, il faudra payer pour se reproduire. Ce système n'est pas viable parce qu'il fait de moins en moins de bénéficiaires et parce qu'il est en train d'expulser une grande partie des habitants de cette planète des bénéfices de la nature. Cette disparition des communs n'est tout simplement pas durable. Nous vivons la fin de l'individualisme libéral, et ceci sous l'égide de l'idéologie des droits de l'individu sans fin. Les droits de l'homme, qui sauraient être contre? Mais la proclamation de droits illimités de chaque individu sur la planète conduit tout simplement à tirer un chèque en blanc sur les ressources naturelles et à tirer un chèque en blanc sur les rares sociétés qui honorent ces droits. La proclamation de droits abstraits, sortis de tout lien avec le monde réel, qui fait de chacun de nous des hommes de rien, des individus abstraits, sans histoire, sans origine, sans foi et sans identité. La proclamation de ces droits abstraits aboutit tout simplement à détruire les droits concrets de chaque personne humaine, qui n'est rien si elle n'est pas ancrée dans une origine, dans un territoire, dans des mœurs et dans des traditions qui lui sont propres et qui font son identité. Nous sommes ici sur le plus grand défi lancé à l'Union européenne. L'Union européenne s'est mise en apesanteur en se voulant l'union des individus hors sol, des hommes de rien qui n'ont ni identité, ni origine, ni frontières. Faisant cela, l'Union européenne détruit la liberté des peuples d'Europe et détruit l'identité des nations européennes. Le moment est venu de s'interroger pour savoir si l'Union européenne n'est pas l'union de la destruction des peuples libres d'Europe. Le moment est venu de dire que l'union de l'Europe se fera bien plus en séparant l'Europe de ce qui n'est pas elle, qu'en détruisant l'unité intérieure des nations qui la composent. Je terminerai en tentant de répondre à cette question: qu'est-ce qui est devant nous? Devant nous, un nouveau régime économique. Le temps du patriotisme économique est venu. Le temps du small is beautiful est venu. Parce que ce sont les petites entreprises territorialisées, parce que ce sont les produits locaux, parce que ce sont les produits et les marques territorialisées qui comptent, qui font l'emploi et qui feront l'économie de demain. Le temps que nous vivons est celui de la fin de moi, ego, me-incorporated, l'individualisme systémique qui veut que tous les hommes sur la planète soient des hommes de rien. Le temps qui vient est celui du nous, de personnes humaines fortes de leur identité, fortes du collectif auquel elles appartiennent, et fortes surtout de ce qui nous réunit ce matin, la capacité de dire nous, en toute confiance, en toute amitié, et en décidant ensemble de notre destin commun. C'est pourquoi
ce matin, dans ce forum de Chisinau, je voudrais lancer un appel. Mon premier appel, c'est pour que nous renouvelions l'engagement de la conférence de Rio de Janeiro, qui s'est tenue sous l'égide des Nations Unies en 1949 et qui avait conclu à subordonner la liberté du commerce, la liberté des mouvements de capitaux et le droit international au progrès social, au plein emploi, au respect des identités culturelles et de la sécurité environnementale, morale et politique des peuples. Cet appel des Nations Unies a été bloqué par les États-Unis d'Amérique du Nord, qui voulaient assurer la primauté absolue du commerce et de la liberté des capitaux. Le temps est venu de remettre dans l'agenda international l'appel de Rio. Mon second appel, c'est pour que ce forum... Mon second appel est pour que ce forum de Chisinau participe au renouveau des peuples libres, au renouveau de ceux qui veulent décider ensemble de leur destin. Cet appel, vous en trouverez l'origine dans la conférence de Koyokok dans les années 70. Il faut proclamer le droit des peuples à leur sécurité environnementale, à leur sécurité religieuse et morale, à la sécurité de leurs traditions et de leurs mœurs, contre les agressions d'une uniformisation violente et totalement destructrice des communautés humaines. Nous ne serons sauvés que par la diversité des sociétés humaines. Il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas décivilisation, comme l'écrivait Claude Lévi-Strauss et comme nous le rappelait Alexandre Dugin hier. Ce combat pour la diversité, c'est le combat pour le respect de l'autre, qui est le vrai sens de la civilisation, et c'est le combat pour la liberté. Le plus beau compliment jamais adressé par la France l'a été par le secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Ghali. Partout où il y a des peuples libres, ils parlent français. Devant vous, aujourd'hui, je souhaite que ce forum de Chisinau, qui me donne le plaisir de m'adresser à des femmes et à des hommes libres, soit le forum de notre nouvelle liberté politique, celle d'hommes et de femmes, dans leurs traditions, dans leurs identités, capables de décider eux-mêmes et pour eux-mêmes de leur destin commun. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher monsieur Hervé Juvin.